Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Très heureux de vous retrouver après une pause estivale bien méritée. J'imagine et j'espère que vous vous êtes bien reposé. Alors, pour cette rentrée, beaucoup de choses sont en préparation chez le juriste de demain. D'ailleurs, j'en profite. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à suivre nos pages LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Vous en saurez plus via ces canaux. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Change, épisode 11. Nous allons parler business du droit. Et plus précisément, mon invité et moi allons vous parler d'une activité de niche pour les avocats, la médiation. Vous le savez également, j'imagine que vous l'avez constaté comme moi, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un article sur le sujet. Et c'est normal, cette activité elle se développe actuellement de façon assez importante en France. Le recours à ce mode alternatif de règlement des litiges est de plus en plus fréquent, tant de la part des entreprises que des particuliers. Et ce pour de nombreuses raisons, que nous allons évoquer dans un instant. J'ai le privilège d'accueillir Yvan Kazik, avocat et médiateur en France et au Canada. Yvan est également CEO de Justicity, une plateforme de médiation et d'arbitrage 100% en ligne. Nous allons en parler plus longuement durant ces échanges. Bonjour Yvan. Bonjour Tony. Je suis très très heureux de t'avoir aujourd'hui, surtout que en fait on va parler d'un sujet assez intéressant parce que je le rappelle, Yvan Kazik est professeur sur le juriste de demain. Notamment, je vous invite à aller voir son cours sur la médiation qui est extrêmement pertinent et surtout qui est fait avec une originalité, qui est vraiment vraiment bien. Merci. Donc voilà. Mais je vais te laisser te présenter, comme ça nos auditeurs vont faire connaissance encore mieux avec toi. D'accord. Je m'appelle Yvan Kazik, je suis avocat au barreau du Québec. J'exerce mon activité à Montréal, où j'ai un cabinet essentiellement dont la pratique est essentiellement tournée vers le droit commercial, le droit des affaires. Donc je crée beaucoup de filiales de sociétés françaises qui s'installent au Canada, ou par la création de filiales, ou par achat de sociétés, par exemple. Et j'effectue ensuite le suivi juridique de la société, notamment tout le suivi contractuel, etc. Et je fais aussi également, mais du litige aussi commercial, qui est lié à l'activité des sociétés dont je m'occupe. Donc j'ai été auparavant avocat en France pendant 7 ans, et je suis allé vivre au Québec en 2002, où j'ai repris des études pour avoir mon équivalence comme avocat au barreau du Québec, et je suis devenu avocat en 2005. Et depuis, donc, je partage un peu mon temps effectivement entre la France et le Québec, puisque ma clientèle est essentiellement française, et donc je fais pas mal d'allers-retours. C'est intéressant parce que du coup, tu as une vision du coup du marché, du marché du droit au Canada et en France. Et quelles sont les tendances que tu observes toi aujourd'hui au sein justement de ces marchés? Ce que j'observe en fait, alors j'ai la chance de voir un peu les deux, de voir un peu ce qui se passe en France et de voir ce qui se passe en Amérique du Nord. J'ai l'impression que effectivement, ça c'est pas révolutionnaire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tendance à la digitalisation énorme qui n'existait pas auparavant. Donc ça, aujourd'hui, en plus avec la crise sanitaire, je crois que ça a mis tout le monde d'accord. Ce qui n'était pas toujours le cas en France. Peut-être que la France a pris un peu de retard à ce niveau-là. Je pense notamment tout ce qui est gestion de documents en ligne avec avec des clouds, etc. Là, je pense que moi, je vois encore beaucoup de confrères français qui ont dû se déplacer pendant la crise sanitaire, mais parce que les dossiers physiques étaient au bureau, tout simplement. Donc
avec moins de digitalisation, donc moins de souplesse en fait. C'est-à-dire Bien sûr. des difficultés pour pouvoir accéder aux données, aux dossiers, etc. Mhm. Donc ça, pardon, ça a été vraiment, c'est peut-être ce qui était le plus gênant pour les cabinets d'avocats français. Au Mhm. Québec, ils sont un peu plus digitalisés. C'est quelque Mhm. chose qui est très commun. Là aussi, la taille des bureaux est beaucoup plus grande. Hein. Mhm. On a des bureaux qui regroupent quelquefois 400 ou 500 avocats, donc forcément la digitalisation est incontournable pour pouvoir gérer les dossiers, les équipes, pouvoir se transmettre les données, les bases de connaissances de cabinets, etc. Mhm. Donc c'est quelque chose culturellement qui a été mis en place beaucoup plus tôt. J'allais dire, voilà quelle est la première tendance d'évolution des cabinets d'avocats, c'est la digitalisation. Et Oui. pour certains, c'est relativement simple, pour d'autres, c'est plus compliqué, à Mhm. cause de peut-être aussi d'une question de générationnelle et puis aussi d'accès aux outils digitaux. Oui. Et vis-à-vis des clients, tu trouves que les clients, en plus avec le Covid, hein, Oui. avec la crise sanitaire que nous traversons, comment tu trouves les clients en termes de besoins, en termes d'exigences? Est-ce que tu as vu, voilà, un shift qui s'est passé? Comment tu les trouves Oui, aujourd'hui? alors effectivement, la transformation en fait des cabinets d'avocats, à mon avis, passe aussi par l'écoute des besoins. Et c'est vrai que Oui. c'est quelque chose pour les avocats qui est pas tout à fait naturel d'être à l'écoute de leurs clients et de savoir, d'avoir un retour hein, d'expérience et de savoir comment ils ont trouvé l'expérience, est-ce qu'ils l'ont trouvé enrichissante, bien, est-ce qu'il y avait des choses à améliorer, etc. Et si on se penche un peu plus sur les besoins des clients, on s'aperçoit que effectivement, là aussi, les clients ont besoin de digital, c'est-à-dire ont besoin de pouvoir joindre leurs clients, leurs avocats facilement, pouvoir communiquer avec eux de manière souple et rapide. Hein, on pense aux messageries, etc. De pouvoir Mhm. aussi régler leurs factures en ligne par carte bancaire, etc. Enfin, toute une série de solutions digitales qui font que le cabinet d'avocats va répondre aux besoins de ses clients. Donc c'est ça aussi qui est primordial, j'allais dire, dans le développement d'un bureau. Ok. Euh, alors, toi, tu as une spécificité parce que tu es médiateur. Mhm. Euh, Pourquoi avoir décidé d'être avocat et médiateur? Alors, pour répondre à cette question, il faut que je te parle un peu plus de la culture en fait hein, en Amérique Bien du sûr. Nord qui est un peu différente par rapport à la culture juridique française. Euh, donc en fait au Québec, hein, moi donc je suis avocat au barreau du Québec, c'est une province assez particulière hein, qui est assez intéressante parce qu'elle mêle à la fois des aspects anglo-saxons et des aspects civilistes français. C'est-à-dire qu'on a un Mhm. code, hein, il y a le code civil du Québec, qui ressemble beaucoup au code civil français, mais toute la procédure est une procédure anglo-saxonne, et ce qui veut dire que la manifestation de la preuve est très particulière, elle se fait uniquement par oral, ce qui Mhm. veut dire que lorsqu'on soumet une pièce au tribunal, eh bien, il faut que cette pièce soit présentée oralement par son auteur. Donc, quelqu'un qui a pris une photographie, par exemple, on ne peut pas simplement déposer les photos dans le dossier de la cour. Il faut que celui qui a pris les photos vienne expliquer dans quelles circonstances il a pris ces photos. D'accord. Alors, ce qui veut dire que la manifestation de la vérité est beaucoup plus importante, la preuve Mhm. est très importante, ce qui veut dire que la procédure est beaucoup plus lourde. Mhm. C'est-à-dire qu'on fait des interrogatoires hors cours dans nos cabinets avec des sténographes. Donc un avocat peut émettre une commission rogatoire, hein, l'équivalent d'une commission rogatoire. On appelle ça un Mhm. subpénat où le témoin va devoir se présenter dans le bureau, on va l'interroger et son témoignage va être retranscrit par écrit. Évidemment, Ah, tous. c'est comme dans Suits. Ah ben voilà, exactement.
Donc c'est pas que dans les films hein, ou dans les séries, et c'est dans la réalité. Alors Oui. c'est super intéressant parce que c'est un travail qui est passionnant. Je trouve que la manifestation de la vérité est assez intense et assez bonne. En revanche, le point négatif, c'est que tout ça a un coût énorme. Parce que Oui. un procès civil va vite prendre 5 jours devant le tribunal, ce qui veut dire au minimum 2 semaines de préparation du procès. Donc Mhm. au tarif horaire d'un avocat, ça chiffre très vite. Mhm. Et alors, si tu veux, on peut avoir le réflexe de dire ah, bah, c'est assez injuste parce que finalement ça fait une sélection par l'argent, c'est-à-dire que ceux qui ont les moyens de payer un avocat, ils peuvent y aller, et pour d'autres, c'est très difficile. Oui. Alors, D'accord. c'est vrai, mais la contrepartie de cet aspect-là, c'est que en Amérique du Nord, les gens règlent très vite hors cours. C'est-à-dire que j'ai constaté, moi, dans ma pratique, que 9 dossiers sur 10 se réglaient en dehors des tribunaux, justement pour éviter de payer tous ces frais. Ce qui veut dire que c'est très ancré dans la culture nord-américaine et c'est pas du tout considéré comme tu sais, un aspect de faiblesse en fait. C'est pas Bien parce sûr. que tu négocies ou que tu transiges que tu montres de la faiblesse. Au contraire. Bien sûr. Donc cet aspect-là, je l'ai vécu très vite dans ma pratique. Comme je t'ai dit, je me suis aperçu que 9 dossiers sur 10 que je plaidais en cours étaient réglés avant la plaidoirie. Mhm. Et le développement récent en fait des- de la législation et de la volonté des gouvernements, hein, du gouvernement du Québec, mais j'allais dire de tous les gouvernements de toutes les provinces canadiennes, hein, et d'ailleurs aussi en Europe, puisque c'est le cas aussi en France, c'est-à-dire qu'on a mis les modes de prévention de règlement des différends en Mhm. priorité avant le litige. Parce que tu sais que les tribunaux aujourd'hui sont engorgés. En plus, avec la crise sanitaire, les retards sont considérables. Et ils n'ont plus les moyens, non plus budgétaires, hein, pour allouer des nouveaux moyens au ministère de la Justice. Donc aujourd'hui, tous les ministères, que ce soit le ministère québécois de la Justice ou même français, incitent à avoir recours à la médiation préalable avant d'entamer un recours judiciaire. Et au Québec, ils ont été un peu précurseurs là-dedans, puisqu'ils ont créé la commission de règlement amiable, qui est une commission qui est présidée par un magistrat qui soit à la retraite ou en activité. Alors bien évidemment, ce magistrat ne siège pas au fond, hein, il ne sert que pour la phase amiable. Et son rôle est entre le médiateur et le conciliateur. C'est-à-dire qu'un médiateur, lui, a un rôle beaucoup plus j'allais dire, le médiateur va chercher les besoins des parties et va essayer avant tout de dégager ses besoins pour y répondre. Donc il y a un travail un peu plus de dialogue et de psychologie à faire dans une médiation. Là, le juge est plus un juge conciliateur, c'est-à-dire qu'il va essayer de diriger les débats pour qu'il y ait une négociation raisonnée qui se fasse avec un accord final qui est signé à la fin, sachant que cette commission de règlement amiable siège sur une journée. Donc elle commence à 9 heures, elle s'arrête à 17 heures avec une pause, alors pas entre midi et deux parce qu'on n'est pas en France, hein, donc les pauses au Québec sont un peu plus courtes, hein, ça dure maximum 1 heure pour aller dîner, parce que bon, on dit dîner à midi, parce que le déjeuner, c'est le petit déjeuner en Et France. on est au Canada, là. Voilà. Il y a une petite adaptation à faire, mais qui n'est pas très compliquée, mais simplement, effectivement, le déjeuner, c'est le petit déjeuner, le dîner, c'est le repas de midi, le déjeuner, et le soir, c'est le souper. Bref. Donc, D'accord. voilà la petite anecdote. Mais au final, on a très peu de temps pour régler, pour trouver une solution à ce litige-là. Mhm. Et ça fonctionne très bien, puisqu'il y a des taux de réussite qui sont proches de 90%. Du coup, là aussi,
la commission de règlement amiable a été victime de son succès, c'est-à-dire que ce qui était assez rapide est devenu assez long et on est passé d'une séance qui pouvait être fixée dans les 3 mois à maintenant plus d'1 an. Ouais, Et une vraie transposition du coup des problématiques sur la voie traditionnelle, hein, justice traditionnelle, qui se déporte et qui vient sur justement la nouvelle voie alternative, quoi. absolument, c'est ça, c'est que c'est quelque chose de gratuit, c'est un service gratuit. Mais du coup, avec les contraintes administratives, c'est-à-dire qu'il faut là aussi des magistrats, il faut des magistrats à la retraite, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on arrive à le payer au niveau de la durée, c'est trop long, et d'où Justicity, alors là je t'en parlerai un peu plus tard, mais où mon avis a été de déléguer ça donc au privé, hein, et de faire en sorte que les délais soient beaucoup plus raccourcis, parce que souvent c'est le problème, hein, numéro un, c'est-à-dire que même, tu sais, quand on voit les initiatives qui sont prises en France, par exemple le médiateur des entreprises, etc., c'est vrai que en termes de coûts, c'est gratuit, donc on peut pas aller plus bas que ça. Mais la difficulté, c'est que c'est la durée, quoi. Ça va pas vite, et que là aussi, on donne beaucoup moins de temps à une médiation qui peut être placée plus dans la durée Mhm, que dans l'efficacité. mhm. Alors voilà comment, si tu veux, au niveau culturel, je me suis rendu compte que, bien souvent, la médiation était, à la fois, elle était très développée en Amérique du Nord, Mhm. et l'avantage de la médiation, c'est qu'elle permet, si tu veux, d'avoir une solution, de préserver une relation. C'est-à-dire que souvent un avocat, lui, il gère des divorces. Alors pas simplement sur le plan familial, mais ça va Mhm. être un divorce d'associés, par exemple, hein, qui vont se disputer au sein d'une société et se séparer, ou Mhm. des liens commerciaux, par exemple contractuels, qui sont brisés. Mais c'est pas toujours le cas, et quelquefois, on a envie de garder son associé, mais de régler un problème ponctuel. Pareil avec les fournisseurs, hein, quand une société a des fournisseurs, elle n'a pas forcément envie d'en changer, et puis quelquefois, enfin, les bons fournisseurs courent par les rues. Pareil dans les relations de travail, pareil également, tu vois, où la médiation se prête à merveille, c'est par exemple dans les litiges entre copropriétaires, hein. Une Mhm. fois Bien qu'on sûr, est bien dans sûr. une copropriété, il faut continuer à vivre ensemble. Et Effectivement. le procès n'est pas forcément la bonne solution, parce que Mhm. ça crée des ruptures, et ça donne une décision, mais qui ne fait plaisir à personne, en fait. Alors D'accord. que la médiation aboutit à un accord qui est viable dans le temps et qui correspond aux besoins souvent des parties. Ok. C'est ça la difficulté, c'est d'exprimer ce que veulent réellement les parties et de pouvoir y répondre. Donc, j'ai décidé de devenir médiateur. Donc, l'avantage, c'est ça, c'est qu'il y a une formation qui est donnée par le barreau du Québec, donc Mhm. qui gère à la fois les formations et les accréditations. Donc, je pense que les avocats québécois et nord-américains et canadiens ont bien compris quelle était l'opportunité du business, hein, à prendre, puisque Bien sûr. je pense qu'il y a à peu près 20% des avocats en pratique privée qui sont devenus médiateurs. Mhm. Et je suis devenu aussi arbitre, qui pour moi est un peu la médiation et l'arbitrage représentent un peu les deux faces d'une même pièce, qui est la justice privée, en fait, hein. Oui, Et oui, où oui. on peut passer d'une tentative de médiation, par exemple, hein, pour essayer de rapprocher les parties et aboutir à un accord final. Et en cas Mhm. d'échec, il faut quand même rendre une décision. Et là, c'est là qu'intervient l'arbitrage, qui permet de départager les parties et de rendre une sentence arbitrale qui s'impose à tout le monde. Mhm. Alors du coup, toi, en fait, tu as décidé de faire les choses de façon assez originale parce que toi, tu as décidé en fait de créer une plateforme, Justicity, pour justement exercer ton métier de médiateur. Comment tu t'organises concrètement dans le day-to-day et surtout, qu'est-ce que ça implique du coup l'exercice de ces deux métiers? Est-ce que c'est rentable pour toi déjà financièrement? Alors, là, plusieurs points. Mhm. D'abord, si tu veux, alors si tu veux bien, je vais
te répondre Mais j'ai dans posé l'ordre, en c'est te vrai que disant, en t'expliquant comment je suis arrivé à cette idée oui, de créer Justicity, si tu veux. oui, je veux bien, oui. Donc le côté médiation et négociation, médiation, arbitrage, c'est quelque chose qui est très répandu donc en Amérique du Nord. Et Mmh. c'est vrai que j'avais toujours, moi je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, comme tu le sais, Oui, et oui. j'ai toujours essayé de voir comment je pouvais mêler ma pratique d'avocat avec celle d'un entrepreneur et de créer une legal tech et développer une start-up. Mmh. Alors, il y avait énormément de précurseurs, hein, il y a eu, tu sais, Capitaine Contrat, il y a eu Mmh. toutes ces legal tech qui ont créé des outils facilitant en fait l'automatisation de création des documents contractuels, création de sociétés, etc. Et mais j'avais un peu de difficulté à ce niveau-là et je me suis dit, ben tiens, justement, il n'existe pas ou très peu de legal tech qui se sont penchés sur la médiation et l'arbitrage en ligne. Et ça restait très traditionnel, Mmh. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir accès à un médiateur ou un arbitre, eh bien, il faut aller dans des centres de médiation et d'arbitrage, hein, il y en a quelques-uns en France, il y en a quelques-uns au Québec et au Canada, mais Mmh. ça veut dire que tu ne connais Mmh. pas l'identité non plus de ton médiateur, tu sais pas combien de temps ça va prendre, et tu sais pas non plus combien ça va te coûter, puisque chaque médiateur fonctionne à son taux horaire. Alors, pour rebondir sur une partie de ta Oui. question, sur la rentabilité, ben pour un avocat, devenir médiateur ou arbitre, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ben, il va pouvoir facturer à l'heure sa Mmh. prestation, et c'est extrêmement rentable puisque c'est un marché supplémentaire. C'est-à-dire que ben, le rôle de l'avocat Mmh. qui est de conseiller son client, de l'assister ou de faire de la rédaction de contrats, par exemple, ben, ce temps-là peut servir aussi à rapprocher des parties, à essayer d'écouter et de trouver des solutions à leur litige, ou bien comme un arbitre qui s'apparente plus à celui d'un juge, hein, c'est-à-dire que là, on va rendre une sentence arbitrale qui va s'imposer aux parties. Bien, là aussi, c'est son métier d'avocat et de juriste qui va faire en sorte qu'il va pouvoir analyser la position des parties, analyser les preuves qui lui sont soumises et rendre une sentence qui est définitive et insusceptible d'appel quand même. Donc, tout ça, ce sont des débouchés supplémentaires pour un avocat. Donc, j'allais dire, c'est dommage pour un avocat de se priver de ce type de débouchés supplémentaires. Alors ça peut ne pas plaire aussi à tout le monde, hein. Il faut que ça plaise, hein. C'est pas, ça plaît pas à tout le monde de rendre des sentences ou d'écouter les parties pour essayer de les rapprocher. Mais je trouve que la profession d'avocat est particulièrement bien équipée pour remplir ces deux fonctions. Donc voilà si tu veux le cœur de la motivation pour pouvoir créer une legal tech. Après, effectivement, ce Justicity, je l'ai basé sur un constat aussi. C'est-à-dire que pour pouvoir offrir une solution, il faut avoir des besoins. Et ces besoins, ben, quand tu sais, on parlait tout à l'heure justement de se préoccuper en fait des besoins des clients et de répondre à ces besoins-là, ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, si tu es justiciable et que tu as besoin d'avoir une décision rapide et à moindre coût, ben, tu l'as pas. Et c'est très compliqué d'avoir accès aujourd'hui à la justice parce que ben, elle est lente, elle est compliquée et elle est assez chère. Alors, le fait de digitaliser un process, comme on l'a fait avec la médiation, c'est-à-dire que ben, c'est digitalisé de A à Z, hein, c'est-à-dire que la prise de contact se fait par Internet. Nous, on a des chargés de clientèle qui vont contacter la partie à qui on offre la médiation pour essayer de lui expliquer les avantages d'accepter une médiation. On a toute la gestion des documents qui se font de manière digitalisée par cloud. On a un chat intégré, on a des moyens de paiement intégrés.
sur les moyens. Alors, au final, enfin, gestion des agendas, et effectivement, ça se finit par une visioconférence. Et au cours de cette visioconférence, ben, le médiateur a accès à des outils intégrés qui sont des outils de prise de notes, de partage d'écran, évidemment, ça c'est un classique. Et on va essayer, et c'est notre aussi objectif chez Justicity, de faire du développement, de la recherche. Et un des premiers comment dire, soucis pour un médiateur, c'est justement de perdre un peu le langage non verbal, hein, comme on dit, et justement d'avoir des outils qui peuvent être des outils statistiques, d'utilisation d'une occurrence de mots, par exemple, hein, dans un discours, qui vont permettre au médiateur d'avoir certaines alertes sur des mots. Par exemple, si une des parties utilise 100 fois le mot reconnaissance dans son discours, c'est qu'il y a peut-être un problème de reconnaissance. Donc en fait, ce sont des outils qui pourraient permettre au médiateur de s'attarder sur des points particuliers. Et on a voulu aussi essayer de voir s'il y avait des solutions technologiques au niveau du langage corporel, et il en existe, notamment au niveau du suivi des pupilles qui peuvent entraîner un signalement de malaise, par exemple, ou de mal-être de la part des parties. Donc, mais ça, ce sont des développements à long terme. Pour l'instant, on n'en est pas là, hein, on en est au tout début. Et donc là, effectivement, on a reçu un accueil assez intéressant des médiateurs qui ont trouvé l'outil assez performant, et qui nous ont demandé d'ailleurs de créer ils nous ont demandé de pouvoir utiliser notre plateforme pour faire leur propre médiation. Donc on a développé une version 2 qui sort au début du mois de février, et qui va permettre aux médiateurs de s'abonner à notre plateforme pour mener à bien leur médiation en distanciel. Donc là aussi, hein, avec des formules d'abonnement qui sont adaptées soit aux médiateurs qui ont très peu de médiation à effectuer, à un médiateur qui en a beaucoup, qui pourra faire des médiations illimitées, puis au groupement de médiateurs, c'est-à-dire des associations de médiateurs et d'arbitres. Euh, et ça permet donc de gérer une équipe de médiateurs et d'affecter les dossiers, de faire un suivi de tous ces dossiers-là. Donc voilà, et là, donc, oui, Est-ce que c'est rentable pour toi et tes équipes? Est-ce que c'est rentable pour vous d'avoir investi justement sur cette plateforme tech oui, qui demande forcément beaucoup d'investissement financier, quoi? Est-ce que c'est rentable? On regarde à côté, en plus, tu as l'activité d'avocat. oui. Euh, Est-ce que c'est vraiment une plus-value enfin une plus-value? Est-ce que c'est vraiment finalement des nouvelles rentrées d'argent que vous faites? Voilà. Financièrement, comment ça se passe? Alors, si tu veux, au début d'un lancement d'une startup, hein, comme tu le sais, c'est toujours difficile d'aborder un marché et d'essayer de le disrupter, d'apporter des solutions technologiques et de faire des bénéfices, hein. Alors, ça passe bien évidemment par un gros investissement au départ, hein, donc je suis pas seul, j'ai une équipe avec moi, hein. J'ai eu la chance de rencontrer deux associés, hein, qui sont Étienne de Fontaineux et Frédéric Dupuis, qui avaient créé un an avant Justicity une autre start-up, une Legal Tech, alors qui s'appelle Legal City, et qui fait du recouvrement de créances en ligne. Et donc Étienne et Frédéric ne sont pas du tout avocats, hein, ils sont plus dans le domaine de la comptabilité et du commerce et de l'informatique, hein, donc c'est des domaines différents du domaine juridique, mais qui sont très complémentaires. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu veux mener à bien un projet, ben soit tu es ingénieur informatique et tu as une idée brillante, mais tu vas avoir des difficultés à en mettre en œuvre parce que tu ne connais pas les besoins du métier, Mhm. ou bien tu es un spécialiste du métier, hein, comme un avocat qui connaît parfaitement ses besoins, mais avec de la difficulté parce que tu n'as pas la connaissance ni informatique ou économique pour pouvoir mener à bien un projet comme ça. Donc là, j'ai eu la chance donc de rencontrer ces associés avec qui on a pu mener à bien Justicity.
Donc le développement s'est fait sur la base des investissements aussi de Legal City. Et Legal City, c'est une société qui a été créée en 2018. Justicity, on l'a créée en 2019. Donc tu vois, ça va très très vite. Et durant la crise sanitaire, on a décidé de sortir tout de suite Justicity en V1. Donc pour l'instant, il n'y a que le module médiation en ligne, et le module arbitrage arrivera en fin 2021. Et comme je t'ai dit, la formule abonnement va arriver en début février. Alors ça demande beaucoup d'investissement, puis d'ailleurs on va dans le process d'une startup, tu sais, ce sont des investissements personnels qui se font au début, dans les premières années, et normalement, l'évolution d'une startup, c'est de passer ensuite par des investissements externes, c'est-à-dire qui vont commencer par ce qu'on appelle des pré-seed ou des seed, où la startup est un peu en pépinière, c'est une graine qui pousse, et là, il y a à la fois de ce qu'on appelle à la fois ça peut être des capitaux propres, ça peut être des capitaux d'une autre société, ça peut être ce qu'on appelle de la love money, c'est-à-dire des gens, des amis ou des gens de la famille, ou etc. Et ensuite, il y a une ouverture de capital qui se fait, donc dans laquelle le Justicity n'échappera pas, et qui s'appelle des levées de fonds. Et à ce moment-là, bien les levées de fonds vont permettre, par l'entrée dans le capital ou de business angel ou de venture capital, donc des investisseurs, moyennant évidemment une prise de participation du capital, des actions, en gros des actions de la société, vont permettre en fait d'injecter à la fois des fonds pour développer l'activité commerciale. C'est-à-dire que tu peux avoir aujourd'hui la meilleure technologie du monde, la meilleure idée du monde, il faut la faire connaître. Et pour la faire connaître, alors non seulement il faut la développer par du développement informatique, donc ça a un coût quand même assez élevé, mais en plus de ce coût, il y a un coût marketing, c'est-à-dire qu'il faut faire de la publicité, il faut se faire connaître, et ça demande beaucoup de moyens. Et le seul moyen pour une start-up d'arriver à obtenir ces fonds, c'est par une levée de fonds, par une ouverture de capital, qui va permettre en fait à la fois d'engager des ressources, et aussi d'avoir des conseils ou des leads sur son domaine d'activité. C'est pour ça que le choix du fonds aussi est très important, parce que ça peut amener beaucoup d'ouverture de réseau, de connaissances, pour pouvoir mener à bien son projet. Alors, donc pour répondre à ta question, c'est forcé, ça doit forcément être rentable, puisque ce qu'on fait au début de la création d'un projet comme ça, c'est que on a quand même un business plan, c'est-à-dire qu'on fait une projection financière sur 3 à 5 ans pour savoir si on a un vrai marché, et si combien ce marché peut se développer. Pour te donner un exemple, en France, le marché des procès, par exemple, des procès civils, c'est 1,2 million de procès par an. Donc, donc c'est quand même énorme. Et là, quand je te parle de procès, ce sont que les procès civils. Donc j'exclus bien évidemment tout ce qui est pénal, et j'exclus aussi le domaine familial. Donc si tu prends ne serait-ce que 1% de ce marché, qui est 1,2 million, on arrive à 12 000 dossiers. Waouh! Donc là, c'est énorme. C'est énorme. On est dans des chiffres, dans de la projection. Donc, mais pour être clair qu'aujourd'hui, le marché de la médiation et de l'arbitrage est un marché qui est très très prometteur, j'allais dire. Bien sûr. Alors ensuite, évidemment, il y a des problèmes ensuite de captation de ce marché-là. Il faut répondre à un besoin, il faut se faire connaître.
à la fois des justiciables et aussi des prescripteurs, que sont les médiateurs, les arbitres et les avocats. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Effectivement, c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant déjà parce que la médiation, en tout cas, c'est comme je dis, c'est une niche. Mais est-ce que aujourd'hui, si un avocat voulait justement se développer différemment, développer des activités annexes, est-ce que toi tu as en visu d'autres niches qui pourraient être pertinentes pour un avocat? Si tu devais donner des tips aujourd'hui à un avocat, aux avocats ou aux jeunes professionnels qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais leur donner 5 exemples de niches pour toi qui te semblent sous-exploitées ou pas du tout exploitées d'ailleurs sur le marché du droit? Bon, évidemment, moi la réponse qui me vient en tête, c'est la médiation et l'arbitrage en ligne, mais c'est déjà fait, on y a travaillé dessus. Mais là aussi, alors, je dis ça en plaisantant, mais souvent on peut se dire aussi, réflexe numéro 1, si personne l'a fait, c'est qu'il y a une raison, je veux pas être le premier, alors qu'on peut très bien être le premier. C'est pas toujours facile d'être le premier d'ailleurs, mais il en faut bien un. Donc ne pas hésiter à aller dans des domaines qui sont pas exploités du tout. Et à l'inverse aussi, si il y a de la concurrence, c'est tant mieux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, évidemment, il y a énormément de startups et d'entreprises qui proposent des contrats en ligne, etc. Ça fait rien. On peut toujours avoir une autre vision du produit, une autre vision de l'approche client, etc. Et proposer une solution qui est plus facilement adoptée par les justiciables. Donc pourquoi pas. Après, je pense que je n'ai pas d'idée spécifique. Ce que j'allais dire, c'est que, comme on disait au début, le fait de considérer en fait le droit comme un produit produit juridique, qu'un avocat commercialise, il vend son savoir juridique. Ça veut dire qu'il faut être attentif aux besoins des utilisateurs, aux besoins des justiciables. Et je pense qu'un avocat aujourd'hui qui est à l'écoute de ses clients et qui fait un peu une étude de savoir comment les clients trouvent les services, est-ce qu'il y a des manques, est-ce qu'il y a des besoins particuliers, notamment je suis certain qu'au niveau des entreprises et des PME, il y a certainement des besoins qui ne sont pas comblés par les cabinets d'avocats. Et essayer d'y répondre. Donc je pense qu'il faut partir des besoins qui sont pas comblés par les offres de services juridiques aujourd'hui. Et pour ça, il faut être à l'écoute des utilisateurs. Donc premier point, et puis ensuite, effectivement, trouver en quoi les solutions technologiques aujourd'hui peuvent apporter quelque chose et ou réduire les coûts, ou alors réduire la durée de traitement, par exemple des rédactions juridiques ou des conseils qu'on peut donner, puisque aujourd'hui il y a un grand besoin de la part des justiciables d'instantanéité en fait de la communication. Donc il faut répondre très vite, il faut être là. Donc le fait de digitaliser permet de répondre à ce besoin de rapidité. J'allais dire peut-être que je trouve que un besoin qui n'est pas comblé, qui pourrait être aussi fait au niveau des cabinets d'avocats, c'est un suivi, comme un suivi de projet. C'est-à-dire que un dossier doit être considéré comme un projet. Bien sûr. Et donc, souvent, le client a besoin d'être mis au courant de l'évolution du dossier. Et aujourd'hui, on peut plus faire comme on faisait il y a quelques années, où on prenait un dossier, on dit merci, je m'en occupe, et donner des nouvelles 2 mois après, quoi. Donc là, le client
c'est ça, veut visualiser la progression. Donc peut-être avec des outils Mhm. collaboratifs aussi qui permettraient aux clients de suivre l'avancée du projet, puis de collaborer avec son avocat pour créer un document, par exemple. Mhm. Non, c'est vrai. Tu sais, je dis ça parce que c'est vrai que mine de rien, tout ce qui se forme aujourd'hui au droit, on sort de fac, on se dit, soit on est avocat, soit on est juriste, hein. Oui. Ou parfois effectivement, on va être magistrat ou notaire ou huissier. Mais c'est vrai que au-delà de ces professions-là, c'est Mhm. vrai qu'il y a très peu de visibilité finalement pour les étudiants de se dire, je pense à eux en particulier, hein, il y Oui. a très peu de visibilité pour eux de se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aujourd'hui? Parce que c'est vrai que euh, euh, il faudrait pouvoir être en mesure, en tout cas, de faire de la veille pour regarder quels sont les nouveaux domaines d'activité dans lesquels des professionnels du droit pourraient investir aujourd'hui. En fait, tout pourrait justement s'implanter. Mhm. Et au regard de la technologie, c'est vrai que il y a de plus en plus de niches comme ça qui apparaissent et qui permettent finalement de développer cette activité annexe, quoi. Oui, oui, bien sûr. Et puis, euh, ne serait-ce qu'en partant aussi des activités classiques, hein, si on prend l'analyse Mhm. des décisions judiciaires, hein, des startups comme Doctrine ont quand même bien révolutionné le milieu. Hein, où aujourd'hui, Ouais. on a des moyens de recherche jurisprudentiels qui sont extrêmement avancés. Mhm. Donc là aussi, il y a énormément de travail à faire, de débouchés. Je pense que c'est pas, c'est quelque chose qui est très vaste et qui n'est pas limité à un ou deux sujets. Mais je crois que pour un avocat ou un étudiant qui sort d'une Mhm. faculté de droit qui a une passion hein, dans un domaine, parce qu'il faut aussi que ça plaise, hein, il faut que le domaine qu'il est en train d'étudier ou dans lequel il est en train de travailler plaise suffisamment, et s'il a une vision des besoins et qu'il a la Mhm. capacité d'y répondre, il a gagné, hein, et il va pouvoir développer soit un marché disruptif, parce que personne n'y Mhm. aura pensé, ou Mhm. bien poursuivre dans ce qui a déjà été fait et l'améliorer, parce que, comme je te l'avais dit, ce qui compte le plus, selon moi, c'est le besoin client et l'expérience des utilisateurs et des justiciables. Je pense que Effectivement. l'inconvénient numéro un d'un avocat, c'est que il est centré sur son activité, sur son cabinet, et Mhm. peut-être pas assez sur les besoins des clients. Et ça, dès qu'on aura changé un peu ce paradigme-là, ça permettra à beaucoup d'avocats d'offrir des services alternatifs. Et comme tu l'as dit, regarde, c'est vrai que je suis à la fois avocat, médiateur et arbitre, et ça pose aucun problème. Hein, ce sont des Mhm. métiers tout à fait complémentaires. Effectivement. Euh, Quels sont si aujourd'hui, est-ce que tu as remarqué des innovations juridiques voilà, récemment? Est-ce qu'il y a il y a des entreprises dont tu as entendu parler ou que tu aurais vues qui t'ont tapé à l'œil d'un point de vue innovation de l'offre? Alors, innovation de l'offre, j'allais dire c'est des classiques. Hein. Tu as évidemment toutes les entreprises euh, comment dire, liées à pardon, la rédaction des contrats et Mhm. la création de sociétés. Donc là-dessus, je pense évidemment, il y a Capitaine Contrat, tu as Legal Start en France, tu as LexStart au Québec, qui est une société qui se développe beaucoup, qui a un avenir très prometteur, Mhm. qui sont eux dans l'innovation au niveau de la création de sociétés, de la création de contrats. D'accord. Après, au niveau de mon domaine, donc la médiation et l'arbitrage en ligne, on est un peu moins nombreux. Alors il y a quelques concurrents, mais qui sont peut-être pas sur le même domaine que nous, parce que le problème que les sociétés rencontrent pour la médiation et l'arbitrage, c'est la difficulté de digitaliser à 100%. C'est-à-dire que souvent, ce qu'elles proposent, c'est une partie du processus est digitalisée. Mhm. Donc ça peut être soit la visioconférence, soit une prise de rendez-vous, soit, enfin, mais ce n'est pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours un aspect qui est physique. Donc ça peut être
ou la médiation physique en présentiel, ou bien le contrat qui est un contrat papier. Ou bon, il y a toujours ce problème d'être à 100% digital que certaines entreprises rencontrent. Après, dans ce domaine-là, c'est vrai que j'ai rencontré dans les interventions que j'ai faites au niveau, si tu veux, des webinaires hein, qu'on a fait beaucoup cette année, enfin plutôt l'année dernière, en 2020, j'ai vu des tendances qui étaient assez étranges. J'ai vu une société, alors pendant que je te parle, je vais essayer de retrouver son nom, une société qui fait de l'arbitrage, mais par vote en fait, et sans arbitre. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. Je ne sais pas si je vais arriver à l'expliquer correctement, mais peut-être que tu pourrais les inviter dans un de tes futurs podcasts et qui t'expliquent. C'est très spécial, de l'arbitrage par vote et sans arbitre, c'est très atypique. C'est ça, et très atypique, et cette société donc propose en fait une soumission en fait du litige de manière publique, comme une offre de service en ligne. Donc tout le monde y a accès. On va dire par exemple, bon bah voilà, j'ai un litige avec une société, moi société A, j'ai un litige avec une société B, et voilà mon histoire, etc. Et est-ce que vous acceptez d'arbitrer en fait mon litige? Là, les gens vont pouvoir, alors c'est très particulier, hein, parce que vont pouvoir donner leur avis et sont rémunérés en fonction de l'avis général. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que la majorité, ce qui est à mon avis très dangereux, mais c'est leur vision de l'arbitrage, que la majorité va toujours dans le bon sens. D'accord. Et donc, il y a une incitation à être dans la majorité, et ceux qui vont dans la majorité vont recevoir une partie de leur rémunération, et ceux qui sont dans les avis dissidents ne sont pas rémunérés. Et la sentence est rendue en fait par un vote des membres qui vont décider qui a raison et qui a tort. Un peu comme un juré, quoi. Absolument. Absolument. Alors, j'ai simplifié à outrance. Hein, à mon avis, si quelqu'un de cette société m'entend, elle trouvera que je suis pas du tout, que c'est pas si simple que ça. Mais bon, c'est assez complexe leur vision. Alors, ça m'avait interpellé parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, mais très dangereux aussi. Parce que effectivement, moi, je suis pas sûr que le fait que la majorité ait raison. Hein, quelquefois, on peut avoir une vision qui est fausse. Hein. Bien sûr. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que ceux qui rendent les décisions ne sont pas des juristes. Alors que quand même, hein, normalement, lorsqu'on est arbitre, il faut avoir quand même une formation juridique. Et il n'y a pas d'homologation possible, puisque si quelqu'un veut homologuer une décision pareille, c'est quasiment impossible. Il n'y a aucun tribunal qui acceptera de valider une décision comme ça. Mais eux disent en réponse que c'est pas un problème, puisque de toute façon, ils n'homologuent pas la décision. Elle est validée, elle est sans appel, et elle est validée par le choix d'avoir recours à leur plateforme, sachant que en plus ils fonctionnent aussi par blockchain et smart contract. D'accord. Ce qui veut dire que à partir du moment où la sentence est rendue par la majorité, eh bien, c'est fait. Le paiement est fait, le contrat est exécuté, et puis il n'y a plus de trucs. Donc,
une autre approche, voilà, par exemple, qui est assez curieuse, que j'aurais jamais envisagée, qui me semble à la fois intéressante, mais plus enfin, je vais être un peu péjoratif avec ce que je vais dire, mais qui me semble plus une bonne idée d'ingénieur. Hein. C'est-à-dire que ce sont des informaticiens, ils se font plaisir, ils ont une vision très disruptive du marché, tant mieux, mais ils n'ont pas du tout une vision juridique du problème. Et souvent, c'est ça aussi, tu sais, quand on parlait des entrepreneurs et du fait que les avocats enfin, ont des opportunités d'entreprendre et de développer leur propre start-up ou legal tech, c'est aussi de savoir s'entourer. C'est-à-dire qu'un avocat seul ne peut pas faire grand-chose parce qu'il n'a pas les compétences au niveau informatique et autres pour pouvoir développer une start-up comme ça. Et à l'inverse, des ingénieurs en informatique qui sont brillants et qui ont des idées extraordinaires, vont se retrouver face à un mur, et qui est souvent le mur réglementaire parce qu'ils n'ont pas la connaissance du métier. Et je pense que les véritables startups qui réussissent et les legal tech qui réussissent, c'est celles qui arrivent à avoir dans leur fondateur diverses compétences. Effectivement. Et ça c'est compliqué parce que il y a une part de chance et d'opportunité aussi. C'est-à-dire qu'il y a des rencontres qui se font et qui amènent à travailler ensemble, mais ça ne s'invente pas. Absolument. Absolument. Donc moi j'ai la chance justement avec Justici, je suis pas seul. Hein, j'ai deux associés, Étienne de Fontaigneux et Frédéric Dupuis, qui travaillent avec moi, qui ne sont pas du tout avocats et qui sont plus dans le domaine de la finance, de l'informatique et du commerce. Mais effectivement, c'est très sain d'avoir des visions différentes pour savoir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, à la fois sur le plan juridique, métier, et sur le plan technique. Et évidemment, seul, c'est plus compliqué. Effectivement. On arrive à la fin. Oui. Je voulais avoir ton avis justement sur l'avenir de la formation juridique. Déjà, quel est le constat que tu fais aujourd'hui sur justement sur la formation au Canada d'ailleurs, je ne sais pas comment ça se passe. Ce serait intéressant effectivement d'avoir ton point de vue sur ce territoire. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la formation? Alors, si tu veux, sur la formation professionnelle, alors on va parler de la formation classique en université déjà. Moi j'ai été formé dans une université française à Aix-en-Provence, donc j'ai fait toute ma formation jusqu'au doctorat. Et ensuite, au Québec, je suis retourné à l'université pour avoir mon équivalence pour être avocat au barreau du Québec. Donc j'ai pu voir là aussi les différentes approches. L'approche académique française est très théorique. Elle est très théorique, elle est très culturelle, basée sur l'histoire aussi, donc c'est très intéressant parce qu'on fait, je veux dire, c'est en France qu'on fait beaucoup de philosophie du droit, beaucoup d'histoire du droit, etc., qui donne une culture générale juridique très intense et très intéressante. Mais au final, on forme des professeurs de droit. Et pas tellement des praticiens, pas tellement des avocats, encore moins des magistrats, parce que là aussi, c'est l'École nationale de la magistrature, pour moi maintenant au Québec, me pose un énorme problème, où on peut devenir juge fonctionnaire par une école à moins de 30 ans. C'est quelque chose d'inimaginable au Québec et au Canada, où, comme je te l'avais dit, les juges sont issus des avocats, qui ont plusieurs années de carrière derrière eux. Alors qu'au Québec et au Canada en général, en Amérique du Nord, la formation est beaucoup plus pragmatique. Et c'est ça qui nous distingue beaucoup, c'est que ils forment essentiellement des techniciens du droit. Oui. Alors,
c'est toujours pareil, c'est très difficile de savoir quel est le meilleur système. L'avantage en Amérique du Nord, c'est que quelqu'un qui sort de l'université est beaucoup plus efficace sur le plan professionnel, tout de suite. En revanche, il aura moins de recul sur ce qu'il fait, peut-être un peu moins avec un peu moins de facilité pour avoir une analyse historique ou une analyse, j'allais dire, de l'évolution de la législation, par exemple, parce que au Québec, on va apprendre, au Canada, on apprend le droit positif. On va très peu se pencher sur l'évolution législative, par exemple. Alors que en France, beaucoup plus. Et l'inconvénient en France, comme je t'avais dit, c'est que oui, sont des gens avec enfin, les étudiants qui sortent des universités de droit ont une grande culture juridique, mais très peu de pratique et ils ne sauront pas être, je dirais, efficaces dès la sortie de l'université. Mhm. Donc voilà, alors tu as des avantages et des inconvénients dans les deux systèmes et je n'ai pas d'avis particulier. L'idéal, ce serait un mix des deux, mais c'est pas évident. Sur les sujets, sur nos sujets, tu sais, sur nos sujets business, technologie, sur nos sujets soft skills, est-ce que tu Oui, penses qu'effectivement, bon, je sais que tu le penses, hein, on devrait introduire ces oui, oui, sujets-là très tôt à la fac, hein, en tout cas, oui. c'est ce pourquoi d'ailleurs le juriste de demain aujourd'hui existe. Hein. L'idée, c'est vraiment d'amener ces sujets-là vraiment très tôt. Et, euh, et, Oui. et moi, personnellement, je sais que voilà, c'est mon leitmotiv aujourd'hui. Hein. Je suis persuadé que plus on apporte ces sujets-là à la fac dès la troisième année, et mieux on sait que on va aider les étudiants à avoir une culture business qui va leur permettre de mieux exercer finalement leur profession de demain, quoi. Donc, Absolument. Alors, au niveau des matières enseignées, si tu veux, bon, à part les matières dont je t'ai parlé, c'est-à-dire que au Canada, on va plus à l'essentiel, on est plus pragmatique, donc il y a moins d'études, de philosophie du droit ou d'histoire du droit, etc. Euh, Au-delà de ça, bon, je sais pas exactement où en est l'école du barreau, par exemple, au Québec, mais j'ai constaté que à l'époque où j'y étais, enfin où je me formais, la l'avantage qu'ils avaient par rapport à nous, c'est qu'ils avaient par exemple déjà intégré. Alors, ils en étaient pas au niveau informatique, hein, avoir comment dire une école, une matière liée à l'informatique ou au business, au développement du business, mais ils avaient déjà une vision comptable des choses. ok. C'est-à-dire que un avocat formé au Québec sait lire un bilan comptable, Mhm. contrairement à un avocat formé en France, Effectivement. à l'époque. Mhm, mhm. Donc déjà, là, il y avait un gros gap entre les deux parce que ben là aussi, c'est une question de pragmatisme et qu'un avocat, ben, s'il ne sait pas lire un bilan, ben, ça va être compliqué pour conseiller ses clients qui sont des entreprises, etc. Alors voilà, ça c'est un exemple aujourd'hui. Bon, je pense pas que le barreau, l'école du barreau du Québec est de système révolutionnaire mis en place depuis par rapport aux Français. Euh, alors, on a une formation obligatoire. Les avocats ont une formation obligatoire quand même qui est très contraignante, hein, qui est de 30 heures de formation obligatoire tous les 2 ans. Mhm. Mais sachant que la grosse différence se fait au niveau du contrôle et des connaissances et des sanctions. D'accord. C'est-à-dire que le barreau du Québec, par exemple, si les 30 heures ne sont pas faites, c'est une radiation immédiate. Waouh. Donc Oui, donc là, ça là, force à se former, en fait. ah, ouais, on n'a pas le C'est choix. bien. Mais moi, je trouve ça bien, en plus. Donc c'est très bien, bien sûr, ça fait partie de nos obligations professionnelles hein, et de la qualité de la profession. Et ça va aussi de pair avec des inspections professionnelles qui sont qui sont régulières, hein, qui se font physiquement d'ailleurs, hein, où des inspecteurs viennent vérifier dans le bureau pas mal d'éléments, à la fois comptables et factuels dans les dossiers, etc. Mhm.
Donc il y a quand même au niveau de l'obligation de formation quelque chose de très contraignant, peut-être qui est un peu moins contraignant en France. Mhm. Ça dépend des barreaux, hein, parce que là aussi, l'avantage c'est d'être lié à un seul barreau, puisque c'est un barreau par province, alors qu'en France, effectivement, les barreaux sont assez morcelés en fonction du territoire, Ok. avec des règles peut-être différentes selon les barreaux, etc. Donc voilà. Maintenant, si tu veux, le gros événement en fait, ça a été la crise sanitaire, hein, qui a changé beaucoup de choses. C'est vrai. Et ce que ça a entraîné, et là, bon, on parle des universités de droit, mais il n'y a pas que les universités de droit, Oui, ça s'applique à absolument c'est toutes vrai. les universités, Mhm. et même avant les universités, au collège, au lycée, aux écoles, etc. C'est que la plupart des étudiants ont été confrontés à un enseignement à distance, enfin par visioconférence. Effectivement. Et là, c'est le même problème que l'on rencontre aussi avec la médiation et l'arbitrage à distance par visioconférence, Mhm. et c'est mon avis, Mhm. c'est que l'erreur classique, c'est de transposer quelque chose qu'on fait en présentiel en virtuel. Et voilà, je ne peux que te rejoindre sur ce fait. Et, et c'est vrai que alors c'est facile à dire parce qu'effectivement il fallait aller vite, il faut aller vite. Les professeurs sont pas tous formés aux outils technologiques. Ils ont certainement des habitudes d'enseignement qui datent depuis des années, donc Mhm. on se on bascule pas comme ça dans le monde virtuel, enfin virtuel, dans le monde digital, je vais dire plutôt, Mhm. en 5 minutes. Mais je pense que l'enjeu de l'éducation, de la formation, donc comme tu parles, et comme tu le fais avec le juriste de demain, c'est que il ne suffit pas de transposer parce que je vois moi j'ai vu des conférences où effectivement tu as le formateur ou le professeur qui lit un texte filmé par Zoom, quoi. Exactement. Donc à la fois ça n'a Moi, aucun j'ai vu intérêt, ça aussi. bien sûr, et Incroyable. c'est fatigant. En plus Incroyable. c'est plus dur de maintenir son attention que dans une classe physique. Mhm. Donc là, il faut appréhender en fait toutes les possibilités qu'offre la digitalisation, donc avec par exemple l'interactivité, parce que quand on a la chance, parce que moi je pense que c'est une chance d'avoir euh, des cours dématérialisés comme ça, il faut utiliser le visuel, l'interactivité, on peut faire des sondages, on peut faire des QCM, Exactement. on peut diffuser des films, on peut diffuser des cas pratiques. Mhm. Il y a toute un éventail de possibilités dans la formation digitalisée. Ouais. Donc ça remet en cause en fait tout notre système traditionnel, là encore, hein. Mhm. Et ce qui s'est passé avec Justicity, Mhm. c'est que lorsqu'on l'a créé, là aussi, tu parlais des, euh, des avocats qui peuvent entreprendre dans les startups, Mhm. être à l'écoute justement des besoins Les clients. des, des clients et des utilisateurs, c'est exactement ce qu'on a fait. Mhm. Dans un premier temps, on a voulu donc fournir un service de médiation à l'interne, hein, par nos propres médiateurs, Mhm. et les médiateurs professionnels qui ont vu cette plateforme nous ont demandé à pouvoir utiliser la plateforme, mais pour leur propre médiation. Mhm. Du coup, on a transformé notre produit en rajoutant une formule abonnement où en fait les médiateurs vont pouvoir s'abonner à la plateforme Justicity pour mener à bien leur médiation en distanciel, c'est-à-dire D'accord. tout dématérialisé, hein, du paiement. Ils auront les mêmes outils, hein, qu'on a. Et évidemment, on a 3 abonnements, hein, le individuel, celui où un médiateur seul, mais qui fait un nombre illimité de médiation, et ensuite des médiateurs, des groupements de médiateurs professionnels, comme des associations de médiateurs qui peuvent gérer une équipe de médiateurs en fait. Mhm. Mhm. Et dans la même mouvance, en fait, on a eu des demandes d'universités. Donc, alors c'est marrant parce qu'il y a une université en France et une université au Canada. Mhm. Euh,
Alors, pour l'instant, je ne les cite pas parce qu'on est encore en discussion pour pouvoir bien sûr. mettre tout ça en place, mais qui nous ont demandé d'utiliser aussi Justicity pour former les étudiants. Et là aussi, tu vois, on retombe sur la formation à distance, et là, on a trouvé ça super intéressant parce que du coup, on a créé une formule éducation aussi qui permet aux universités, aux centres de formation d'utiliser notre outil. Et c'est très intéressant comme approche parce que ça rejoint exactement ce que je te disais, c'est-à-dire que quand on forme un médiateur, alors évidemment, toute la formation ne repose pas sur le digital, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des médiations et des arbitrages en présentiel, physique, où il faudra louer une salle, se déplacer, y aller, etc. Ok. Mais lorsqu'on approche la médiation en distanciel, eh bien, ça prend une formation particulière là aussi. Et la meilleure solution, c'est d'utiliser les outils qu'on utilise déjà pour former les étudiants à utiliser la médiation à distance. Et cette approche-là me plaît beaucoup, et on travaille justement avec des universités pour, par exemple, créer des scénarios interactifs, un peu sous forme d'ailleurs, tu sais, de jeux vidéo, Bien sûr. où tu vas pouvoir avoir des personnages, mais en fonction, par exemple, si tu es médiateur, en fonction de la réponse que tu vas apporter, ça va changer l'arbre de décision du personnage qui va ou se bloquer ou aller vers une solution transactionnelle. Excellent. Et ça, c'est une approche justement novatrice de l'éducation, de la formation. Alors, c'est l'idéal, mais tu comprends bien que faire ce genre de logiciel, d'interface, etc., ça demande énormément de développement. C'est pas si simple. Exactement. Et c'est pas gratuit, c'est-à-dire que ça coûte aussi de l'argent, mais c'est quelque chose de très intéressant, et à mon avis, beaucoup de formations vont se faire de cette manière-là, beaucoup plus ludique et beaucoup plus interactive. Je te rejoins. Voilà. Franchement, je te rejoins. Mais il faut avoir une certaine vision des choses. C'est-à-dire que, par exemple, quand je te parle de jeux vidéo et d'arbre de décision d'un personnage, par exemple, on se base sur la culture du jeu vidéo. Bien sûr. Pour l'adapter à une formation. Mais ça, il faut avoir cette culture du jeu vidéo, il faut l'avoir quelque part aussi. C'est ça. Donc, si on est très traditionnel et qu'on ne connaît pas ce genre de procédé, ça limite un peu les opportunités de développement. C'est ça. D'où la nécessité d'aller travailler avec des gens qui sont dans le gaming. C'est vraiment ça, quoi. Dans tous les domaines. Je trouve que tu touches vraiment du doigt la démarche, je pense, qu'il faudrait avoir, c'est vraiment d'aller travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas dans notre écosystème, en fait. Il faut qu'on aille travailler avec des gens qui font des métiers différents de ceux que nous exerçons, de sorte à ce qu'effectivement qu'on puisse avoir une approche différente, une vision différente, des apports mutuels qui sont complètement disruptifs finalement par rapport à nos pratiques, et qui nous font aussi sortir de notre zone de confort. C'est vraiment ça aussi. Hein. Oui. Oui, c'est un peu le slogan de ta chaîne, mais c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort et de tirer des expériences d'autres personnes, en fait, des points positifs pour les intégrer à notre pratique. Absolument. Exactement. Bon, écoute, merci beaucoup, Yvan. On est arrivé au terme du podcast. Je te remercie pour ton temps. Merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Je pense qu'effectivement, j'aurai un nouveau plaisir à te réinviter parce qu'on a on a beaucoup de choses à dire en fait, et je me rends compte qu'on a évoqué pas mal de sujets sur lesquels j'aurais bien voulu m'attarder un peu, mais le temps nous est compté, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais merci beaucoup pour ton temps, et puis on se dit à très vite. Merci, et puis à très bientôt, et je reste disponible si tu as d'autres sujets qu'on peut traiter, c'est volontiers. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt.